Je pense que c'est vraiment un thème qui touche actuellement nos entreprises québécoises et canadiennes parce que de voir le nombre de gens qui ont décidé de se joindre à nous, c'est assez impressionnant. On est rendu près de 150 personnes, donc bienvenue. Pendant qu'on attend les autres personnes qui nous rejoignent, je veux aussi vous partager qu'il y a une armée avec moi. En ce moment, j'ai de l'air seule, mais je ne suis pas du tout. Donc, il y a quelqu'un qui va répondre la section questions qu'on a, qui va s'ouvrir, que vous allez pouvoir aller poser des questions. Comme je vous disais, on ne pourra pas interagir directement ensemble aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me contacter si vous voulez continuer à parler de ma passion, la culture et l'inclusion. Mais vous allez pouvoir interagir et par rapport à la section questions. Puis, je vais tenter de laisser un espace à la fin, un moment à la fin, pour qu'on puisse discuter ensemble, que je puisse répondre à vos questions, là. Excusez-moi, j'ai dit discuter, je ne pourrais pas discuter, mais en tout cas, je vais répondre à vos questions, ça c'est certain. On est à 173 et ça continue encore. Donc, 11h02, ben, ça n'arrête pas, je suis vraiment impressionnée. Donc, je pense qu'on est arrivé à l'espace où on peut continuer. Donc, bienvenue à notre webinaire. Je le dis là, pour les gens qui viennent d'arriver tout juste avec nous. Je vais vous amener avec moi dans un sprint sur la culture aujourd'hui. Je vous invite à vous asseoir confortablement dans votre siège parce que je vais vous proposer tout au long de la conversation, dans le fond, des constats, des questions, des phrases pour vraiment penser à votre culture autrement. Donc, je vous invite à prendre des notes. Essayez de trouver un moyen, votre moyen préféré pour prendre des notes. Je vous le conseille fortement parce que je pense que ça va pouvoir vous nourrir là, dans vos réflexions, pas juste aujourd'hui, mais vraiment pour la suite, à partir de tout de suite après notre webinaire, que vous soyez en mode réflexion. Il se peut qu'aujourd'hui, je vous bouscule un peu. Il y a des choses que je vais dire que c'est souvent des non-dits dans les organisations, mais je pense que c'est important qu'on le dise au moment avec le moment qu'on vit actuellement. Je vous ai partagé que vous allez avoir accès à la section questions. Vous pourrez aller voter aussi. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'aller réécrire une question, mais vous pouvez aller voter pour celle que vous voudriez que j'essaie de répondre là, à la fin de notre rencontre. Évidemment, il va y avoir plein de moyens pour pouvoir continuer la conversation avec moi et l'équipe, mais pour l'instant, vous avez cette zone-là pour vous. Donc, je vous ai dit que c'était pour être un sprint. Normalement, c'est vraiment pas quelque chose qu'on me dit que mes sessions sont pas très, très rapides. Donc, c'est sûr que j'ai un bon débit. Je vais parler de beaucoup de choses parce que le but, c'est de vous partager des choses aujourd'hui. C'est vraiment pas de juste vous parler de théorie, mais on va aller un peu plus dans le pratico-pratique, dans ce que vous vivez, pour essayer de voir comment la culture peut être un vecteur, dans le fond, de performance et de productivité. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, moi, j'aimerais vous partager 3 constats simples. OK? J'ai eu la chance de travailler autant en consultation qu'à l'interne, comme je vais vous partager un peu plus tard. Mais une chose que j'ai apprise grâce à mon travail à l'interne, c'est grâce à une fille qui s'appelle Caroline Tremblay, qui est la Senior VP, dans le fond, chez UAP. À son arrivée, je travaillais dans l'équipe comme directrice des hauts et on s'est assises ensemble et on a rêvé. Je vous invite à aller voir ce que cette entreprise-là a réussi à faire ces dernières années. C'est assez impressionnant. Ils sont d'ailleurs un des employeurs de choix maintenant. Là, ils ont été choisis. Ils ont gagné des prix pour qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur culture, entre autres. Mais une chose qu'elle m'a partagée, c'est important de vraiment réfléchir à ce que les ressources humaines ne soient pas en arrière en train de suivre l'équipe de business ou la business ou l'équipe exécutive, ni à côté, mais elle a toujours rêvé d'être en avant. Et ça m'a inspiré énormément par la suite pour toutes les actions qu'on a prises. Et je pense que c'est important que vous commenciez à y penser ainsi. Donc, à côté, nécessairement, c'est qu'on attend souvent d'avoir les mandats, de se faire donner la direction. Mais être en avant, c'est d'être capable de soi-même, comme équipe, venir vers l'équipe exécutive et dire, voici des choses qu'on devrait pouvoir travailler, voici vers où on devrait aller pour s'aligner avec vos priorités et qu'est-ce que vous voulez atteindre. Ça, c'est le premier constat que je voulais vous partager. Le deuxième, c'est que je le dis à tout le monde qui veut m'entendre, c'est que je crois que la culture est plus facile à manier qu'on le pense, à condition de vraiment mettre des balises claires. Si on travaille juste la culture avec de la formation ou de la communication, c'est sûr que souvent, on va avoir un élan, puis après ça va tomber.
Mais si on met vraiment des balises claires dans nos processus, nos programmes, notre structure, tout s'aligne et là, la culture peut bouger vraiment rapidement. Donc, quand on offre une revitalisation culturelle à faire, dépendant évidemment des leviers qu'on va vous parler, vous pouvez envisager que vous pouvez faire un assez gros changement culturel en 6 à 12 mois si vous travaillez, comme je vous disais, les structures, les processus et les programmes. Troisième point que je voudrais vous parler, c'est de se bâtir une capacité interne. Auparavant, quand on travaillait la culture, on la travaillait souvent avec des partenaires externes, comme Humance, par exemple. On leur demandait de qualifier notre culture, puis après ça, de nous aider un peu à, moi j'appelle de la figer, hein, de dire, bon, ben voici ce que notre culture va être pendant les 2, 3, 5, 10. Des fois, on n'avait même pas d'attente de quand est-ce qu'on était pour la changer. Quand on était dans un environnement, dans un monde où le changement n'était pas aussi fréquent, je vous dirais que c'était quelque chose qu'on pouvait faire. Mais là, aujourd'hui, tout change. On est vraiment en train de travailler avec l'intelligence artificielle. On a le nouveau climat politique, économique qu'on n'a jamais vécu. Ça, c'est juste des exemples. C'est important d'avoir de l'agilité à l'interne. Donc, c'est important d'avoir un modèle et je vous recommande, là, vous ferez bien ce que vous voudrez, mais je vous recommande un modèle hybride où vous allez avoir des gens experts en culture à l'interne qui vont pouvoir travailler avec des gens comme nous, immenses, qui vont vous aider pour les moments critiques, pour vraiment vous aider dans l'alignement. Mais ultimement, pour être agile, il faut que vous ayez les deux mains sur le guidon. Et mon dernier constat avant qu'on débute, c'est n'essayez pas de figer votre culture. Justement pour vous dire que oui, c'est rassurant d'une certaine façon d'essayer de la figer, mais en même temps, ça ne la rendra pas pilotable. Donc, c'est vraiment d'être capable d'apprendre et de la piloter en mouvement constamment. À chaque année, vous faites une planification stratégique et vous changez souvent de priorité et vous faites différents alignements. C'est un peu la même chose. La culture doit être vraiment alignée avec ça. Donc, c'est très important de garder ça en tête. Bon, là, c'est mes constats initiaux. Mais un autre petit point que je voudrais vous partager, c'est que vous avez déjà probablement remarqué, j'ai été élevée en anglais et en français, donc je parle quelquefois en franglais. J'ai fait le choix aujourd'hui de ne pas trop m'inquiéter de ça parce que sinon, je pense que j'aurais un webinaire de 2 heures au lieu de notre 60 minutes ensemble. Donc, je vais vous remercier de votre indulgence là-dessus et pour ceux et celles que ça peut irriter, là, je m'en excuse. Donc, voici une photo de moi quand j'avais à peu près 2, 3 ans. Je pense que c'est important de comprendre d'où je viens puis pourquoi je suis aussi passionnée par la culture et l'inclusion. Donc, c'est pour ça que je vous partage un petit peu sur moi. Je suis née en 1972 d'un père noir et d'une mère blanche et j'ai été élevée, dans le fond, à Sorel-Tracy, à une époque où le monde ne savait pas quoi faire avec moi. Vraiment, là, j'étais quelque chose de rare dans la ville. C'est en plein dans le temps que les luttes pour les droits civiques aux États-Unis culminaient, où là, on était rendu dans des aspects plus politiques, juridiques, là, pour arriver à ce que tout le monde soit traité avec respect et dignité aux États-Unis. En même temps, au Canada, on annonçait la politique de multiculturalisme. Donc, c'était vraiment encore là un début, un balbutiement de réflexion sur l'inclusion dans notre société. Et moi, je ne comprenais pas encore les systèmes. Même si je les comprenais pas, je ressentais des fois leurs effets. Et les pauvres parents en ont vraiment arraché pendant que j'étais à l'école, surtout primaire et secondaire, parce que j'étais totalement absorbée à essayer de voir voir l'effet de ce que les adultes disaient, ou la différence entre ce que les adultes disaient et ce qu'ils faisaient. Et donc, j'étais vraiment challengeante pour essayer de voir pourquoi qu'un enfant avait le droit de faire quelque chose et l'autre à côté n'avait pas le droit pour différentes raisons. C'était vraiment les dynamiques qui me surprenaient. Pourquoi que certains enfants avaient le droit ou d'autres, puis d'autres n'avaient pas le droit, dans le fond. Puis un jour, ma vie a changé. Dans les années 80, j'écoutais beaucoup PBS. Ça ne me rajeunit pas, mais là, vous savez mon âge déjà par l'année de naissance. J'ai vu Jane Elliott. Si vous ne connaissez pas Jane Elliott, c'était une praticienne, elle était vraiment avant son temps. Elle a décidé aux États-Unis de travailler justement sur l'inclusion, sur la discrimination d'une façon complètement différente. Donc, imaginez que vous êtes dans une classe et on vous dit que les gens aux yeux bruns ou les enfants aux yeux bruns valent moins que les autres. Et en quelques minutes, tout le monde s'y met à y croire. Et c'est ça qui m'a vraiment marquée.
Dans le fond, avec des universitaires, mais après ça, elle est allée dans des organisations, elle séparait les enfants, elle séparait les gens et changeait les règles. Donc, ça pouvait être une fois que les gens qui avaient les yeux bleus, qui avaient des règles qui étaient moins intéressantes, d'autres fois, c'était les yeux bruns. Mais ce qui est le plus marquant, c'est que les gens finissaient par y croire. Parce qu'elle donnait des règles assez simples, mais les gens continuaient de faire, ils continuaient leur comportement aligné avec les règles de base qu'elle leur avait données. Donc, tout d'un coup, les gens se mettaient à croire que les gens, par exemple, aux yeux bruns, si ce fois-ci dans son exercice, c'était les gens aux yeux bruns qui avaient le privilège, ils agissaient vraiment comme des gens privilégiés. Ils avaient des arguments pour dire qu'ils étaient privilégiés. Donc, vraiment, ça a été un moment de définir, de me poser la question, est-ce que c'est les gens ou c'est le contexte ou c'est vraiment comment on organise les choses? Et c'est là que j'ai vraiment commencé à penser à la culture et au regroupement en tant que tel, l'impact des regroupements ensemble. Pendant ce temps, à la maison, je voyais mon père. Mon père, un entraîneur noir dans le monde du sport, un entraîneur de hockey. Il voulait intégrer le yoga, la visualisation mentale pour ses joueurs de hockey. Et c'était vraiment, encore une fois, un peu rebutant pour les équipes de hockey. On l'isolait, on le regardait de travers. Mais c'est pas ça que je veux vraiment vous partager, c'est à quel point dans ces processus d'embauche, les gens lui parlaient de sa couleur de peau. Toujours, ça revenait tout le temps. Puis il savait vraiment pas quoi faire avec ça. Donc, c'était vraiment une discussion aussi qui était très vive dans ma famille parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi qu'on ne voyait pas ses compétences, qu'on ne voyait pas pourquoi il devrait se joindre à l'équipe et qu'il pouvait faire un bon travail, mais que ça revenait à voir s'il était capable, en tant qu'homme noir, de diriger une équipe de joueurs pratiquement tous blancs. Donc, ce que j'ai compris dans ce temps-là, c'est l'exclusion ne vient pas nécessairement des intentions, mais elle vient des systèmes, de ce qu'on tolère, de ce qu'on laisse passer, de ce qu'on choisit d'ignorer. Et c'est là que ma passion pour la culture a commencé. Pas la culture avec un grand C, pas les traditions, pas la culture vraiment dans les pays, c'est la culture organisationnelle. Et c'est ça vraiment que j'ai voulu commencer à travailler. Donc, au grand désespoir de mes parents, j'ai décidé d'étudier l'anthropologie culturelle. Et un jour, j'ai rencontré Julie Carignan. Donc, il y a sûrement plein de personnes qui sont ici aujourd'hui qui connaissent Julie et à quel point elle est inspirante. Et elle a su rêver avec moi et m'a laissé plonger dans le monde des organisations. Et ensemble, on est rentrés pas pour décorer, mais pour tenter de transformer. Et aujourd'hui, je dois honnêtement vous dire, là, je vis un peu un des éléments de mon bucket list. J'ai la chance de vous parler de culture avec de l'expérience vécue autant comme consultante et à l'interne et plus de 25 ans maintenant à le faire. Donc, je peux vous en parler de façon, je pense, lucide, stratégique et vous aider, dans le fond, à avancer. Parce que pour moi, la culture, c'est pas du flou, c'est pas du folklore, c'est vraiment le système nerveux de votre organisation. C'est ce qui fait circuler ou bloquer, ce qui amplifie ou anesthésie, dans le fond, votre performance et votre productivité. C'est ce qui rend votre performance, votre productivité possible ou impossible. L'expérience Humance. Je ne suis pas ici là, pour vous parler d'Humance, faites-vous-en pas là, pendant de nombreuses minutes. Mais dans l'équipe, il y a Julie Carignan et plus de 140 autres personnes super brillantes qui poussent les réflexions plus loin et qui cherchent toujours à comprendre et faire mieux. Je suis venue chez Humance une première fois pendant 12 ans. Après, j'ai voulu aller naviguer à l'interne parce que je voulais aller comprendre qu'est-ce qui se passait une fois que j'avais fait des interventions. Donc, j'ai passé à peu près 12 ans en entreprise comme directrice développement organisationnel, efficacité, talent et développement. Et maintenant, j'ai décidé de revenir chez Immense. J'ai décidé de revenir chez Immense pour plusieurs raisons, mais une des principales, c'est vraiment ce qui se passe actuellement dans notre monde. Je voulais pouvoir aider plus qu'une entreprise et partager vraiment ce que j'avais compris sur la culture. Donc, on commence. C'est fini. Je n'en parle plus d'Humance. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site. Évidemment, vous allez avoir toutes les informations. Première question, peut-être à noter, puis à réfléchir tout au long que je vais vous parler, c'est qu'est-ce que votre culture rend possible et qu'est-ce qu'elle empêche silencieusement? Qu'est-ce que la culture? En ce moment, dans beaucoup d'organisations, la culture est vraiment réduite à l'ambiance, à l'esprit d'équipe, à l'engagement, aux valeurs sur les murs. On la nomme même
avec le bonheur. Ça, c'est dur quand vous parlez avec vos équipes exécutives, je le sais pour l'avoir vécu. C'est vu comme du soft. Mais c'est comme si vous étiez en train de dire que la culture d'un pays, ça se résumait à sa cuisine ou à ses festivals. C'est vraiment une réduction dangereuse. En réalité, la culture, je vous l'ai dit tantôt, c'est le système nerveux organisationnel. Prenez une demi-seconde, fermez vos yeux, essayez d'imaginer votre système nerveux, comment ça touche à tout. S'il est désaligné, votre système nerveux, vous ne serez peut-être pas capable de marcher. Il y a plein de choses que vous ne serez pas capable de faire. Et c'est un peu ce qu'on vous dit. Le système nerveux de votre organisation, votre culture, si vous l'alignez, si vous la structurez, si vous la rendez cohérente, vous allez avoir un énorme impact pour amener plus de performance et de productivité. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre culture, elle est vivante. Même si elle est invisible, elle est extrêmement structurelle. Elle est dans tout. Elle agit à travers vos processus, vos programmes, vos structures, les décisions, les silences et le style de leadership que vous mettez en place. Elle rend certaines voix audibles, d'autres invisibles. Elle active des tensions, elle bloque des élans des fois. Vous ne savez pas pourquoi, mais certaines priorités, on n'a pas réussi à les atteindre. C'est vraiment, elle est dans tout. Elle rend tout possible ou impossible. Et c'est pour ça qu'il est important de la piloter. Souvent, on la laisse vivre, on la subit, mais ce que nous, on vous dit chez Immense, c'est que non, au contraire, vous devez absolument la travailler. Elle est fragile, elle se transforme vite et c'est important de vous assurer de savoir qu'est-ce qu'elle permet ou qu'est-ce qu'elle ne permet pas. Donc, j'aimerais vous donner quelques aha moments à la Oprah. OK? Je viens de vous dire que la culture, ce n'est pas une ambiance, c'est le système nerveux organisationnel et ça affecte tout. Deuxième point, ne perdez pas de temps à lui donner une étiquette. En ce moment, ou pendant plusieurs années, on passait beaucoup de temps à dire, nous, on a une culture rouge, ou on a une culture familiale, ou on a une culture, nommez le nom, là, je pense qu'il y a autant de cultures qu'il y a d'étiquettes. Puisque nous croyons chez Immense qu'il y a autant de cultures qu'il y a d'entreprises. C'est peu important d'essayer de la définir. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on fait vivre à l'interne. C'est vraiment de comprendre ce qu'elle fait vraiment. Donc, ne perdez pas de temps à lui donner une étiquette, essayez de la comprendre et de voir qu'est-ce qu'elle rend possible ou impossible dans votre organisation. C'est ça qui est important. Essayez de comprendre aussi la différence entre vos intentions culturelles et, encore une fois, ce qui est vécu. Donc, vous avez fait un plan ou vous êtes fait un design de ce que vous vouliez que votre culture soit. Allez voir ce qu'elle fait vraiment. Qu'est-ce que vos gens vivent vraiment. Essayez de comprendre ce qu'elle rend possible ou impossible. Mon dernier constat que je voudrais vous mentionner dans ce point-ci, c'est que vous tentiez de l'aligner ou non, votre culture est en constante mouvance. Elle est vivante, donc n'oubliez pas ça. Elle aura de l'impact ou non, dépendant du niveau d'alignement que vous allez lui avoir donné. Puis c'est pour ça que je vous dis qu'on peut la bouger vite. C'est par la cohérence et l'alignement. Voici quelques questions à vous poser pour continuer votre réflexion. Chez nous, on définit la culture comment? Mon système actuel favorise-t-il la performance ou la résistance passive? En gros, je viens de vous dire que votre culture, c'est votre système nerveux et ce système-là, vous pouvez le réguler. L'accélérateur culturel immense. Donc, tantôt, je vous ai dit que c'était vraiment important d'avoir un modèle qui serait le plus hybride possible. Donc, l'accélérateur culturel qu'on a développé vous permet d'avoir de la capacité à l'interne tout en ayant le support d'avoir des experts quand vous en avez besoin. Que ce soit avec Humance ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, le modèle que je vous propose aujourd'hui, vous êtes tout à fait capable de le mettre en place assez rapidement. Donc, je vais passer à travers les 5 étapes, puis après ça, je vais vous parler des leviers structurants qu'on croit qui sont vraiment importants. Donc, clarifier l'intention culturelle. Une fois que, souvent, puis on va en parler là, de la planification stratégique, là, mais une fois que vous savez vraiment c'est quoi les priorités organisationnelles pour l'année, c'est important de regarder ces priorités-là, puis voir, ben, dans le fond, quelles sont les intentions culturelles qu'on va devoir mettre en place pour être en mesure de vraiment s'assurer que tout va être un succès, qu'on va être capable de livrer nos priorités.
Donc, c'est vraiment cette première partie-là qu'on vous dit de clarifier notre intention culturelle, ça, c'est en un. C'est pas une fois, puis c'est pour ça que je vous disais tantôt de faire attention de ne pas figer votre culture. Vous devriez le faire à chaque année, à chaque fois que vous faites votre planification stratégique ou qu'il y a un gros changement. Un nouveau PDG arrive, c'est sûr que vous allez avoir à comprendre ses intentions pour ultimement vous assurer d'arrimer certains éléments de votre culture. Après ça, on vous parle d'observer lucidement votre culture. Ce que ça veut dire, c'est il faut aller voir vraiment dans votre système qu'est-ce que votre système produit réellement et ce qui empêche d'arriver. Donc, on a créé un scan culturel qui pose plus des questions en rapport à ce qui est vraiment vécu par vos employés et non le ressenti. Donc, on va aller voir vos intentions culturelles et comment elles se présentent dans vos processus, vos programmes et vos systèmes pour vous aider après ça à identifier vos leviers structurels sur lesquels vous voulez agir. Bon, les leviers structurels sur lesquels vous allez vouloir agir vont être directement alignés avec vos priorités, évidemment. Donc, et votre stratégie. Donc, c'est important d'être capable d'être agile. Encore une fois, c'est pour ça que je vous propose de vous assurer d'avoir vraiment un modèle hybride. Quand vous allez travailler vos leviers qui sont la performance, l'alignement, la résilience et l'inclusion, que vous allez regarder partout, vous allez être en mesure aussi de choisir qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de vraiment tout aligner ensemble, automatiquement, ensemble, dès le départ dans la planification stratégique qu'on va discuter, pour que vous puissiez avoir le plus grand impact, puis aussi mesurer quand est-ce que vous devriez le faire. Est-ce que c'est cette année ou l'année prochaine, dépendant de tous les efforts que vous allez avoir à faire. Donc, c'est tout ça que vous allez faire dans votre identification. Et après ça, en 4, on est rendu à intervenir avec rigueur. Donc, on va décider, selon les priorités qu'on va avoir choisies, le travail culturel qu'on va opérer pour avoir le plus d'impact pour s'aligner avec, encore une fois, comme je vous disais, vos priorités. Et ce qui est important, c'est de ne pas la figer. Donc, on continue à la mesurer et on s'ajuste. Voici quelques phrases punch que je voulais vous partager. Je vais juste revenir en arrière d'une demi-seconde parce que mes petites phrases sont ici. Donc, qu'est-ce que je voudrais que vous vous rappeliez? Il faut un modèle hybride permettant agilité et expertise rapidement quand on en a besoin. L'alignement de votre culture n'est pas une adhésion émotionnelle, c'est une conception claire et cohérente. Fait que pensez que quand vous allez travailler votre culture, vous êtes en train d'y mettre des balises. Ce qu'on appelle des problèmes d'individus sont souvent des symptômes de notre système. Fait que c'est important d'y réfléchir ainsi. Et on n'augmente pas la résilience par une formation, mais par une réduction des contradictions dans tout ce qu'on orchestre. Pensez à orchestrer quelque chose qui va être aligné. Quelle question que je pense que vous devriez vous poser, c'est quel levier culturel vous devriez-vous activer et lesquels devriez-vous laisser de côté et pourquoi en réfléchissant à votre stratégie et à vos priorités. On passe à la prochaine. Donc, je vous avais donné un petit aperçu, la performance, l'alignement, la résilience et l'inclusion. On croit qu'avec ces leviers-là, et on a une 13 sous-leviers qu'on regarde aussi, on est en mesure de bien aligner une culture et de s'assurer qu'on touche à tous les éléments. Donc, la performance, c'est ce que votre culture permet réellement dans l'action collective. Donc, c'est là qu'on touche au leadership, à la clarté comportementale et à la responsabilisation collective. Quand on parle de l'alignement, de la pratique d'équipe, est-ce qu'on est cohérent et constant dans notre système culturel, dans le fond? Donc, on a nos pratiques d'équipe, cohérence des systèmes, visibilité et constance. On rentre dans la communication, qu'est-ce qui est visuel? La résilience, on vous parle de comment votre organisation est en mesure d'apprendre, d'intégrer, de se transformer lorsqu'elle est sous pression ou en contexte d'incertitude, ce qu'on vit actuellement. Donc, réguler les tensions. Réguler les tensions, c'est si on veut avoir de la diversité cognitive dans notre organisation, évidemment, on va avoir peut-être des fois un peu plus de conflits. Il ne faut pas enlever les conflits, il ne faut pas enlever les tensions parce que c'est là qu'on discute de certains points intéressants qui vont nous permettre d'amener plus de créativité et d'innovation. Ce qui est important, par contre, c'est de s'assurer de bien gérer les conflits pour que ça soit productif et que ça soit toujours traité avec respect et que les gens se sentent tout à fait légitimes et habilités à pouvoir discuter des points puis d'avoir des idées divergentes. Intégrité relationnelle.
Ça, c'est souvent dans les organisations, on focus sur le quoi, hein? Le quoi on veut faire, qu'est-ce qu'on veut atteindre, mais il faut aussi se demander comment on va l'atteindre. Et ça devient tout aussi important dans l'activation, dans le fond, de votre culture, de s'assurer que le quoi est aussi reflété que le comment. Le comment, je voulais dire plus, et le quoi. Et après ça, on a l'agilité collective, qui est la capacité de ton système à s'ajuster rapidement et intelligemment aux changements et aux perturbations. Et finalement, on finit avec notre levier d'inclusion, qui touche toute l'intelligence collective, la voix et l'influence, l'appartenance active et la justice organisationnelle. C'est un point assez important ici. Depuis les dernières années, on a beaucoup parlé d'inclusion, de diversité, équité et appartenance aussi, en fonction d'ouvrir les portes de nos organisations et s'assurer que les gens puissent venir nous rejoindre. Dans le fond, d'amener des unicités dans l'organisation, c'est super. Puis je pense que là, les portes sont pas mal ouvertes dans la majorité de nos organisations. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu est vraiment d'avoir une vraie inclusion. Parce que même si je laisse entrer des gens à pleine porte, mais qui n'ont pas une voix, qui n'ont pas de pouvoir dans l'organisation et qu'on n'essaie pas de vraiment utiliser toute de la diversité cognitive qu'on peut avoir amenée, ça ne change rien du tout. Donc, on a juste ouvert la porte, mais dans le fond, on n'a pas vraiment changé l'homogénéité cognitive dans l'organisation, ce qui fait que souvent, ben, c'est là qu'on stagne dans la créativité et l'innovation. On passe au suivant. Planification stratégique. Souvent, la planification stratégique, on commence à y penser maintenant. Surtout les entreprises là, qui vont en novembre, octobre, novembre, c'est la fin d'année. Ce temps-ci de l'année, on commence à penser à, moi j'appelle ça planifier la planification stratégique. Donc, normalement, dans les organisations, ce qu'on voit, c'est on commence par l'équipe exécutive qui se fait une petite rencontre et qui, là, se donne les dates. Dans le fond, on va faire les dates précises pour pouvoir arriver à pouvoir faire un lac à l'épaule ou un hors-site plus en vase clos, où on va pouvoir reparler des priorités. Donc là, l'équipe exécutive se rencontre une première fois, elle se donne les dates, tout le monde repart avec ses idées de priorité. Et après ça, on a la rencontre où on les discute. Donc, on se fait un hors-site en vase clos. Et par la suite, là, on finalise tout ça, l'équipe stratégie, l'équipe RH, l'équipe com travaille tout ça. Et là, on se prépare pour faire la vraie planification stratégique, qui est quand on a une rencontre avec tous nos gestionnaires. Des fois, on descend jusqu'à directeur, des fois, on descend plus bas. Alors qu'on a tous nos gestionnaires ensemble, on fait une journée ou deux, et là, l'équipe exécutive, avec l'aide des fois de consultants, va présenter ce qui s'est passé l'année d'avant, présenter la stratégie, les ajustements et les priorités principales pour que toutes les équipes par la suite s'alignent. Et là, l'équipe communication, stratégie se met en place pour s'assurer de bien communiquer l'information. Fait qu'on va faire un town hall, on va communiquer les infos et on va s'assurer que tout le monde est aligné. Nous, ce qu'on dit chez Human, c'est qu'on a quelque chose à faire qu'on vous propose qui pourrait vraiment aider. C'est vraiment de commencer à penser à la culture en même temps que la planification stratégique. Donc, quand on est en train de planifier, ça va. On demande aux gens de retourner dans leurs équipes et de réfléchir à des priorités potentielles. Quand on arrive dans la rencontre de vase clos, il faudrait qu'il y ait quelqu'un en place avec l'équipe exécutive pour être capable d'amener l'information culturelle sur chacune des priorités. Parce que nous, on croit qu'à ce moment-là, il y a certaines priorités qui vont peut-être être bougées à l'année d'après, par exemple, si ça demande un effort sur les leviers culturels qui demandent un peu plus de temps. Mais ça va pouvoir aider à regarder une priorité, pas juste dans la stratégie pure, mais aussi avec la culture qui va nous permettre de dire, est-ce que ça va être quelque chose qui va être facile pour nous d'atteindre ou c'est quelque chose que notre culture va vraiment pouvoir propulser ou en ce moment, notre culture pourrait potentiellement l'arrêter. Donc, avec cette manière de penser, quand on ressort de ce moment-là, juste avec l'équipe exécutive, on a une bonne idée après ça des intentions culturelles qu'on aurait potentiellement à travailler. Et ça, c'est un élément super important parce qu'après ça, si on a bien aligné nos priorités avec les intentions culturelles, on devrait être en mesure de encore plus livrer et d'avoir l'impact voulu.
Parce que combien de fois qu'on ressort avec des beaux plans, mais finalement, on ne réussit pas nécessairement à faire arriver ce qu'on veut, soit les comportements qui sont nécessaires, autant de l'équipe exécutive, de l'équipe de leadership en général que de nos employés. Autre chose que je voudrais que vous envisagiez, c'est peut-être de vous créer, moi j'appelle ça une cellule 360. Tout de suite après que vos gestionnaires aient fait leur rencontre plus en huis clos, c'est d'envisager peut-être d'avoir un petit groupe, peut-être 8 à 11 personnes de l'organisation qui représentent dans le fond chacune des vice-présidences, des petits brillants, des petits dérangeants, des personnes qui vont vraiment vous amener ailleurs et qui vont pouvoir aller regarder dans le fond le plan initial, l'ébauche, et peut-être vous donner d'autres idées supplémentaires de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'assurer qu'on va être capable de livrer ce que l'équipe exécutive aimerait qu'on livre. Donc, c'est sortir de juste avoir les données de l'équipe des vice-présidents exécutifs et d'aller chercher un autre travail qui est plus de briser les silos ultimement, puis d'avoir une vision plus globale et leur donner la mission justement d'avoir une vue plus globale et pas juste de leur secteur. Donc, ça, c'est les deux choses on vous propose. Donc, je vais vous donner, dans le fond, un espace de réflexion pour discuter vraiment du fait ou de réfléchir, pardon, au fait que pour vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que votre système permet aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend impossible, même avec les meilleures intentions? Et si on veut que la culture ait sa vraie place, il faut aussi changer comment on la mesure. Et ça, c'est un énorme point. En ce moment, quand on parle de la culture, on parle de climat, on va parler de bonheur, on va parler d'engagement. Mais si vous voulez vraiment que la culture ait une place à la table avec votre équipe et votre équipe exécutive, vous devez lui parler de la performance, la productivité soutenable qu'elle permet, sa capacité à exécuter, même en période de tension ou de transformation, et son alignement. Je vais le répéter parce que c'est super important. On est en train de complètement changer la discussion. Vous ne mesurez pas votre culture par le bonheur, l'engagement, le climat. Vous la mesurez par son niveau de capacité d'aider à avoir plus de performance, plus de productivité, capacité à exécuter et son alignement qu'elle procure. Donc, ce n'est plus une affaire d'émotion, c'est vraiment une affaire de résultat et de cohérence. Donc, on arrive à mes petites phrases aha Oprah. Une culture forte, c'est pas une culture où tout le monde sourit, c'est une culture où les choses avancent sans s'écrouler. Ce n'est pas le sondage d'engagement qui dit si votre culture est solide, c'est sa capacité de livrer. Si vous continuez à mesurer votre culture sur la performance, vous la condamnez à rester beaucoup plus décorative. Moi, je me rappelle à plusieurs reprises d'avoir tenté de parler de culture avec des équipes exécutives, puis avant d'exprimer ou d'expliquer un peu plus ma vision, ben, j'avais des soupirs. Fait que je suis certaine que ça vous arrive aussi. La culture, c'est pas un supplément du bonheur, c'est un levier de productivité. Votre plan stratégique, c'est votre cap, puis la culture, c'est ce qui rend votre cap atteignable ou pas. Donc, quelques questions que vous pourriez vous poser? Est-ce que ma culture actuelle rend ma stratégie exécutable ou juste théorique? Et quels comportements dans votre système sont valorisés réellement? Et qu'est-ce qui est aligné avec vos ambitions stratégiques? Passe à la section suivante. On a pensé que ça serait intéressant pour vous d'essayer de regarder le parcours employé pour vous donner des idées de choses que vous pouvez faire pour vraiment tenter d'aligner votre culture. Donc, une des choses que j'aimerais vous partager, c'est de l'incohérence à l'alignement. Pourquoi je vous parle de ça, puis j'ai fait vraiment une page spécifiquement pour ça? C'est parce qu'on parle de la fatigue du changement. On va dans beaucoup d'organisations, je suis allée tout récemment, même hier, où les gens disaient dans la salle durant l'atelier qu'ils se sentaient en perpétuel changement et se demandaient quand est-ce que c'était pour arrêter. Une des choses que vous pouvez faire de façon très concrète et que votre culture va pouvoir aider, c'est vraiment de tenter dans ces moments-ci, dans la turbulence et dans les moments d'incohérence qu'on vit à l'externe et même à l'interne, c'est de tenter de rendre tout ce que vous pouvez le plus aligné et cohérent possible et prévisible.
Si on est en train de s'inquiéter des affaires de base dans l'organisation, on ne peut pas être dans la créativité, dans l'innovation ou de l'acceptation de changement. Des fois, les gens, ils réagissent au changement, pas nécessairement c'est le changement lui-même, c'est plutôt tout ce qui l'entoure dans l'organisation. Donc, quand vous êtes en train de réfléchir à votre culture, pensez à cohérence, pensez à vous assurer d'être prévisible, pensez à aligner pour que les gens ne soient pas en train de s'inquiéter et qu'il y a plein de choses que ça devienne des automatismes à cause de vos balises et ils vont être beaucoup plus disponibles justement pour travailler sur les changements et ils vont moins se sentir en mouvance constante. Aligner, ça allège le stress. Donc, si vous êtes en train d'entendre le discours sur la fatigue du changement chez vous, je pense que là, on vient de vous donner une petite clé à vraiment pouvoir travailler à l'interne puis le faire le plus tôt possible. Donc, de l'incohérence à l'alignement, c'est ce que je vous ai dit. Voici, dans le fond, les étapes ou des idées qu'on veut vous amener de comment on peut baliser, dans le fond, les comportements dans l'organisation puis des choses qu'on doit faire. Donc, quand on commence avec notre branding, le recrutement et la sélection, voici des questions à vous poser. Est-ce que mon branding reflète ma vraie culture? Ça, c'est vraiment important parce que dès le départ, quand on arrive dans une organisation, par exemple, puis qui a vraiment un haut taux de roulement dans les 6 à 12 premiers mois, la première question qu'on se pose, nous, chez Human, c'est est-ce que c'est vraiment ce qui se passe à l'interne ou qu'on est en train de projeter à l'externe? Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment un alignement clair et vos employés le savent. Ils le voient très bien comment vous vous présentez à l'externe puis comment vous êtes vraiment à l'interne. Donc, ce n'est pas juste sur le branding que vous avez un impact, mais vous avez un impact majeur sur vos employés. C'est ce qu'ils vivent à l'interne, n'est pas ce qui est projeté à l'externe. Recrute-t-on pour élargir notre culture ou pour la reproduire? Ça, c'est encore un autre point qui est super important. Pendant de nombreuses années, et Humance, on le fait, je l'ai fait, j'ai donné des sessions là-dessus, on disait aux gens, c'est important de recruter pour le fit culturel. Aujourd'hui, avec ce qu'on vit actuellement et toutes les recherches qui ont été faites, on vous dit, ne faites pas ça. Faut faire le contraire. Il faut avoir une réflexion de, quand j'en ai parlé tantôt, de diversité cognitive réelle. Pensez à qui peut venir nous aider à voir les choses différemment. Mais pensez pas à aller chercher des gens qui vont juste finalement amener sensiblement les mêmes points que vous avez actuellement. Le dernier point, la dernière question qui est vraiment importante quand ça vient à cette zone-là, c'est pourquoi on régule les comportements des gestionnaires sur un paquet de choses, hein? Mais pas dans la sélection. Et ça, c'est un gros problème. La majorité des organisations qu'on rencontre nous disent, ah, notre équipe de recrutement est super inclusive, a compris qu'on veut élargir notre culture, ça va super bien. La porte se referme quand ça arrive à nos gestionnaires. Puis moi, la première chose que je dis, c'est pourquoi vous n'avez pas des canevas d'entrevue plus structurés, une grille claire? Pourquoi vous n'avez pas été. Il faut outiller. Pourquoi vous n'avez pas outillé vos gestionnaires pour prendre conscience de leur impact, puis de s'assurer qu'il y a des choses qui ne sont plus négociables? Il y a des comportements que vous attendiez peut-être pas de vos gestionnaires auparavant, mais maintenant, quand ça vient au recrutement, avec qu'est-ce que vous voulez atteindre, si c'est plus de créativité, plus d'innovation, par exemple, plus d'alignement, plus d'excellence opérationnelle, je ne sais pas. Il faut s'assurer que vos gestionnaires aient aussi des balises à ce moment-ci dans le parcours de l'employé. Donc, quelques moments aha, on ne construit pas une culture forte en recrutant des gens pareils qui pensent pareil. Et là, vous avez des idées de qu'est-ce qu'on peut activer sur l'écran. Intégration. Bon, ça me fait vraiment rire. Moi, je vais vous partager quelque chose qui est arrivé pratiquement dans toutes les organisations où j'ai été quand j'étais à l'interne. Quelqu'un arrivait, c'était sa première journée, il n'y avait personne pour l'accueillir. Ça arrive au moins, c'est pas tous les jours, mais ça arrive assez fréquemment. L'équipe de recrutement a donné toute l'information au gestionnaire, puis finalement, il n'y a personne, surtout avec le mode de travail hybride. Finalement, le gestionnaire a oublié, il restait à la maison. Il y a des fois, le gestionnaire a donné la responsabilité à quelqu'un d'autre qui a aussi pas pensé que c'était nécessaire de rentrer au bureau. Donc, c'est pas rare de voir des nouveaux arrivants qui même dînent tout seuls. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on se demande quand on est en train de penser à l'intégration puis qu'on veut faire de l'alignement? C'est est-ce que ce qu'on promet à l'entrée se reflète dans le quotidien?
Et votre première chance de faire bonne impression, c'est comme dans une date, c'est dès le départ à la première seconde. S'il n'y a personne pour accueillir les gens, vous êtes certain que si vous avez dit que vous aviez un environnement super collégial, ben c'est pas ça que vous êtes en train de démontrer. Puis si en plus la personne elle dîne toute seule, puis vous voulez dire que chez vous c'est vraiment le fun, puis les gens connectent, ben c'est pas ce que vous avez montré. Après ça, qui est responsable de quoi dans l'accueil? On essaie de mettre des balises, hein? Il faut que ça soit clair pour tout le monde, c'est qui est responsable de quoi, qu'est-ce que l'équipe de recrutement va faire, puis qu'est-ce que vos gestionnaires doivent absolument faire. Donc, des moments aha, un moment aha, quelque chose à réfléchir, ce n'est pas dans mon livre d'accueil, c'est pas dans mon document d'intégration que ça dit seulement ce que vous êtes, c'est vraiment dans l'expérience que vous allez leur donner. Votre promesse dans le livre vaut pas grand-chose si c'est pas ce qu'ils vivent. Et là, vous voyez ce que vous pouvez activer, des moments de vérité, des rencontres 30-90 jours, s'assurer que tout est aligné avec vos intentions culturelles et encore une fois, aligner vos gestionnaires. Là, on va parler de leadership. Question à se poser, les gestionnaires incarnent-ils ce qu'on valorise? Est-ce qu'ils comprennent l'importance des rituels, de la prévisibilité et des repères? Avez-vous tenté d'amener plus d'impartialité dans le processus de gestion? Puis si vous avez tenté, pourquoi ça bloque? Avez-vous tenté de créer une forme d'homogénéité dans l'expérience? Dans le fond, ce que j'essaie de vous parler, c'est d'à quel point les gestionnaires sont clés dans l'incarnation des règles, des processus et des systèmes. Une des premières choses qu'ils ont comme responsabilité, c'est de s'assurer que eux-mêmes suivent les règles, les processus et qu'ils soient vraiment bien ancrés dans le système. On travaille souvent ça en donnant de la formation. Puis on va en reparler du développement ensemble tantôt, mais c'est plus de balises que ça que vous devez mettre en place. Puis avoir l'idée aussi d'avoir un modèle de leadership. Qu'est-ce qu'il devrait incarner? Essayez que l'expérience soit vraiment le plus possible homogène dans l'organisation, va vous permettre d'aligner encore une fois votre culture et d'amener la prévisibilité. Ça va amener aussi du calme. Dans une situation de, encore une fois, qu'on vit actuellement beaucoup de turbulences, le leadership peut être une zone que vous pouvez travailler qui va permettre de vous aider à prendre de la vélocité et d'être plus performant et productif. Une chose que aussi vous devez vous demander, c'est quand vous parlez à vos gestionnaires, c'est quoi qu'ils croient qui est leur responsabilité principale ou en tout cas le pourcentage qu'ils le voient. Si les gestionnaires pensent que leur travail principal, c'est juste de livrer les priorités, ben normalement, ce qu'on va voir comme comportement, c'est l'annulation des rencontres d'équipe, beaucoup moins de coaching auprès de leur équipe, moins de rétroaction. Ils lancent des messages que, dans le fond, l'équipe n'est pas importante, que la collaboration n'est pas importante nécessairement. Tandis que si un gestionnaire, par exemple, se fait dire que ben, c'est 50-50, leur équipe est importante, là, dans ce temps-là, on va voir des comportements beaucoup plus axés vers le bonheur de leurs équipes, s'assurer qu'ils sont bien alignés et que c'est vraiment des responsabilités partagées. Donc, par exemple, avec votre leadership, si vous sentez qu'il y a un manque de responsabilisation, assurez-vous que vos gestionnaires sachent l'importance de travailler avec leur équipe et de vraiment faire pour que tout le monde se sente responsable et non seulement le gestionnaire comme étant la seule personne qui est ultimement responsable. On passe à la page suivante. Rémunération et avantages. Question à vous poser. Est-ce que ce qu'on récompense reflète vraiment ce qu'on veut construire? Est-ce qu'on est aligné avec les priorités de l'entreprise et la culture qu'on veut cultiver? On dit être pour le bien-être, mais on n'a pas de vrai programme de bien-être. Ça me fait beaucoup réfléchir. Souvent, on va nous dire dans une organisation qu'on valorise X, Y, Z, mais on n'y pense pas du côté de la rémunération et des avantages sociaux. C'est pour ça que je vous ai parlé du bien-être. Si vous dites à vos employés que c'est l'équilibre travail et vie personnelle, c'est super important, mais que vous n'avez rien mis dans vos balises, dans votre culture, dans vos programmes, vous n'avez pas vraiment rien comme outil, mais juste peut-être de la lecture pour vos employés, ben, c'est pas vraiment ce que vous êtes en train de leur donner comme message. Après ça, dans votre sondage d'engagement, c'est probablement quelque chose qui ressort, là. Donc, quelques points à réfléchir. Ce que vous récompensez, vous le répétez. Mais si vous ne l'avez jamais dit, ben, c'est dur de l'activer, c'est dur qu'il le sache. Ce qu'on veut activer dans notre rémunération et avantages sociaux, bien, comme je vous ai dit, vraiment vous aligner avec vos leviers culturels.
et vous assurer qu'on sache vraiment ce qu'on récompense. Beaucoup de transparence aussi dans les règles et vraiment vous assurer que c'est des choses qui sont possibles. Ce que vous allez proposer dans vos avantages sociaux, ben, c'est important que ça soit possible pour eux de le faire aussi, là. En performance, question à se poser. Mesure-t-on ce qui nous rend collectivement plus forts? Avons-nous un cadre clair de rétroaction et des mécanismes pour soutenir l'impartialité? Est-ce que notre processus de gestion de la performance est impartial en soi? Moi, j'aimerais vous partager que j'ai vu dans beaucoup d'organisations, hein, les gestionnaires vont travailler seuls pour faire une analyse de chacun de leurs employés pour la gestion de la performance. Puis après ça, il va y avoir des rencontres de consolidation ou des rencontres de réflexion, tous les gestionnaires ensemble. Puis là, ils vont faire, dans le fond, de la calibration. Ça, c'est un point super important. Si vous faites ça dans votre organisation, une chose que vous devriez faire comme balise, c'est vous assurer qu'il y a un langage commun, qu'il y a des critères mis en place et qu'on évalue les gens vraiment de tout le temps de la même façon. Parce que quand j'ai été assise dans certaines de ces rencontres-là, ce que j'ai réalisé, c'est que le discours était très disparate. Pourquoi qu'une personne était vue comme vraiment avec un haut score comparé d'une autre, c'était vraiment souvent pas les mêmes raisons. Donc, si vous n'avez pas des balises mises en place par rapport à cet aspect-là, ça ne donne pas grand-chose de vous calibrer parce que vous ne vous calibrez pas sur les bonnes choses ou vous ne vous calibrez pas sur les mêmes choses. Donc, c'est important de travailler cet aspect-là. L'autre chose, c'est si, par exemple, vous voulez avoir un environnement plus collaboratif dans l'organisation, mais vous n'avez rien dans votre gestion de la performance qui amène les gens à réfléchir collectivement, ben ça ne se fera pas. Parce que vous le savez, ce qui se mesure se fait. Donc, gardez-vous ça en tête, que ça fait partie d'un de vos outils d'alignement vraiment très, très puissants, la gestion de la performance. Donc, quelques choses importantes à garder en tête. Sans cadre clair, la performance devient vraiment un sport individuel et ça finit toujours en fatigue ou en friction. Et n'oubliez pas que vous pouvez vraiment travailler certains éléments comme des objectifs partagés. Je vous invite à regarder cet aspect-là, surtout si, par exemple, vous voulez travailler la collaboration. Les boucles de rétroaction activées et balisées, comme je vous ai parlé, et vous assurer que les compétences que vous avez dans votre gestion de la performance sont vraiment en train de valoriser exactement les comportements que vous voulez. Donc, le comment, pas juste le quoi au bout de la ligne. On arrive dans la zone développement. Donc, quelques questions à vous poser. Qui a accès aux opportunités et qui est laissé de côté? Comment on a choisi ce qui est prioritaire et est-ce qu'on tient compte de la culture quand on dessine les programmes? Je vais vous poser une question qui, je pense, va vous faire réfléchir beaucoup parce que je l'ai utilisée là, récemment avec plusieurs clients là, dans des rencontres, puis tout le monde me dit, ah, j'y avais pas pensé. Ça fait combien de fois que vous formez vos leaders sur différentes compétences de gestion au courant des dernières années? Ça fait combien de fois que vous relancez des programmes de développement? Pourquoi que ça ne fonctionne pas? Pourquoi que vous êtes encore en train de parler de courage managérial ou de communication ou d'excellence opérationnelle, différentes choses comme ça? Vous n'avez pas mis les balises en place dans vos processus, vos programmes et votre structure pour que ça rende ça possible. Donc, oui, il y a des bonnes intentions. À la fin des formations et du développement, les gens y écoutent, vous allez voir un changement, mais ça retombe vite s'il n'y a pas les balises en place. Donc, si les balises ne sont pas en place grâce à votre culture, vous allez être dans cette roue perpétuelle encore longtemps. Dans le fond, la formation devrait arriver vraiment à la fin, quand vous avez vraiment, vraiment décidé vos intentions culturelles, vous avez décidé quel levier vous allez travailler et par la suite, oui, ça en prend du développement, mais du développement balisé pour ne pas le refaire 25 fois. Après ça, si on se parle de la promotion, qu'est-ce qu'on célèbre dans les promotions? Reflète-t-il ce qu'on veut renforcer? Est-ce qu'on donne des promotions à des gens qui sont contre-culturels parce qu'ils sont performants? Quel est l'impact culturel de ne pas afficher un poste? J'ai tellement vu ça dans les organisations et je trouve que c'est important que vous gardiez ça en tête, que l'impact majeur de ne pas afficher un poste, surtout si on veut amener de la diversité cognitive. C'est toujours excusez-moi, c'est mon anglicisme, les usual suspects qu'on voit souvent dans ces zones-là. Alors, c'est important de réfléchir à ça. L'impact est extrêmement
dans votre culture si vous n'affichez pas les postes, si vous ne laissez pas la chance aux coureurs dans l'organisation parce que vous êtes vraiment en train de fermer une autre porte. Donc, c'était mon point sur la promotion. J'arrive brièvement parce que là, il nous reste 9 minutes, hein, je parle beaucoup, même si je pensais que toute seule, je me sentirais tellement isolée que j'aurais pas beaucoup à vous jaser, mais finalement, je parle assez. Donc, relève et succession. Question à se poser. Prépare-t-on la culture de demain ou on est ancré encore dans le passé? Est-ce que notre processus de relève est réellement objectif? Si vous laissez vos gestionnaires actuels être les seuls à choisir qui va faire partie de la relève, vous manquez une belle opportunité de vraiment, encore une fois, aligner votre culture. Je vous conseille des critères et des grilles. Si vous préparez la relève avec des clones, ne vous étonnez pas de revivre les mêmes blocages. Relève alignée à des leviers culturels, c'est super important. Et pensez diversité de pensée, de leadership. Pensez à encadrer, comme je vous disais. Par rapport à l'engagement et la reconnaissance, question à se poser. Est-ce qu'on reconnaît ce qui fait progresser notre culture? Que mesure-t-on avec notre sondage d'engagement? Je vais prendre une minute pour vous parler du sondage d'engagement parce que c'est super important. Actuellement, pour l'avoir fait même à l'interne, le sondage d'engagement est comme un melting pot d'un paquet de choses. On mesure, oui, de la culture, du climat, on mesure certains points d'engagement, les avantages sociaux, on mesure l'appartenance, entre autres. Donc, moi, je me pose vraiment la question de me dire, qu'est-ce que ça me donne ce score-là? Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez un 75? Alors, c'est important de vous demander vraiment qu'est-ce que je suis en train de donner comme score. Puis, est-ce que ça vaut la peine de faire un sondage année après année? Mettons, les 3 dernières années, vous avez fait un sondage et vous avez toujours les mêmes réponses. Pourquoi le refaire? Parce que vous l'avez promis à l'équipe exécutive? Parce que vous avez promis aux employés? Je pense que c'est moins nocif si vous revenez à l'équipe exécutive et vous dites, on va travailler certains points, puis par la suite, on va ressonder une fois qu'on va avoir vraiment fait un travail culturel, on va avoir vraiment travaillé sur certains enjeux et que vous le dites aussi aux employés. Merci de nous avoir donné du feedback. Ça fait quelques années maintenant que vous nous donnez des informations similaires. On va vraiment prendre un recul puis on va le travailler avant de vous revenir. Donc, c'est important que le sondage d'engagement ne devienne pas juste un petit tic dans une barre, de cocher une case dans le fond, parce qu'on l'a promis, mais que ça soit vraiment un outil de travail qui est pertinent. Puis si vous ne descendez pas dans votre sondage d'engagement pour vraiment comprendre c'est quoi que votre score veut dire, ben, il ne veut pas dire grand-chose ultimement. Donc, ça, c'est vraiment un point important que je voulais vous partager. Donc, dans le fond, pourquoi vous le faites, votre sondage? Ça, c'est important de vous le demander. C'est pas le sondage qui fatigue les gens, c'est l'absence du changement qui suit. Donc, si vous n'êtes pas en mesure d'amener vraiment des changements durables, bougez pas, arrêtez de le faire, faites autrement. Donc, je vous ai donné des idées de ce que vous pouvez faire là-dessus. L'inclusion, je vous en ai parlé dès le départ. Il faut vraiment regarder qui a le droit d'influencer, pas juste de s'exprimer. Est-ce que l'inclusion est un vrai levier systémique dans votre organisation ou c'est juste encore une fois une case à cocher? Est-ce qu'on laisse des gens avoir des comportements inacceptables juste parce qu'ils sont vus comme performants ou parce qu'ils amènent beaucoup d'argent? Est-ce que vous les laissez être exclusifs, donc faire de l'exclusion, mais parce qu'ils sont des gens qui sont plus vus comme performants, on les laisse pareil avoir des rôles d'influence? Dans le fond, l'inclusion, c'est pas de laisser parler, c'est pas de laisser rentrer, c'est de donner du poids aussi à ce qui est dit. L'autre chose qui est important que vous devriez réfléchir, puis c'est dans mon dernier point, j'arrive à une autre section, c'est arrêter de dire qu'il manque des bons talents pour donner une place à des profils différents. C'est pas vrai. Il y en a des gens. Puis sûrement votre équipe de recrutement vous les apporte. Il faut vraiment que vous assuriez que vos gestionnaires leur ouvrent la porte aussi. Donc, c'est important que dans tout ce que vous allez mettre en place, vous mettiez le plus d'objectivité possible pour éliminer les biais dans l'équation et nourrir concrètement votre culture. J'ai une brève petite section. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir prendre des questions. Je m'excuse, je vais y répondre par la suite. Je vais voir, on va trouver une solution comme équipe. J'espère que vous voyez ma photo de Rockstar, mais
Tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, si votre équipe exécutive ne comprend pas son importance dans le travail de la culture, ça va être difficile pour vous de vraiment arriver à utiliser tout le pouvoir de la culture, même si vous utilisez vos leviers de performance, d'alignement, de résilience et d'inclusion. C'est important qu'ils comprennent ça fait partie de leur responsabilité d'être vraiment les vecteurs de tout ce que vous allez mettre en place. Donc, si vous avez des processus, des programmes et des systèmes que vous travaillez, il faut qu'eux adhèrent. S'ils ne le font pas, pourquoi que leurs équipes les suivraient? Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire rencontrer puis de me faire dire: Hey, Marc-Chantal, c'est super ce que tu as mis comme alignement dans l'organisation, mais par l'équipe exécutive qui me disait ça, là. Mais mes direct reports ne le font pas. Et ma réponse a été: Mais est-ce que vous le faites? Oh non, moi, je n'ai pas besoin de le faire. Il faut vraiment leur faire comprendre qu'ils sont vraiment importants et que ça fait partie de leur responsabilité de faire vraiment euh, partie du travail culturel. Parce que ce qu'ils autorisent dans leurs équipes, ce qui rend possible, ce qu'ils invalident sans le dire, c'est ça qui vraiment crée un mouvement dans l'organisation. Souvent, ils ne reçoivent pas de feedback, fait qu'ils pensent que tout est correct, même s'ils ne suivent pas vos règles et vos procédures. Mais une des choses qui est le plus important, c'est d'aligner votre équipe exécutive, puis après ça, vous allez être capable d'avoir vraiment un impact rapide sur votre culture. Donc, on arrive à la conclusion. Il me reste 3 minutes. La culture, c'est pas un projet, c'est pas votre tableau de bord, c'est pas un module de formation, c'est un système vivant, c'est le système nerveux de votre organisation. Changez le discours, parlez de performance, parlez de productivité, d'alignement, de cohérence. Amenez votre équipe exécutive et vos leaders à voir vraiment l'impact qu'on peut avoir avec notre culture. Vous avez des cerveaux brillants à l'interne. Essayez de travailler avec eux pour vraiment comprendre votre culture, puis alignez-vous avec une équipe, que ce soit immense ou ailleurs, qui va pouvoir vous aider vraiment à être agile là-dedans. La culture, vous l'avez déjà. Mais là, il ne faut pas la subir, il faut vraiment la faire travailler pour vous, puis l'activer pour qu'elle vous aide à atteindre vos priorités et le niveau de performance et de productivité que nos équipes au Québec et au Canada doivent atteindre. Le gouvernement nous le dit, les experts nous le disent, qu'on doit devenir plus productif et performant. Bien ça, la culture en fait partie. C'est une des clés majeures qui va le faire que vous allez être capable de l'atteindre et assez rapidement. Je vais essayer de prendre un moment pour prendre des questions. Les gens qui n'ont pas le temps de rester parce qu'il est midi, je vous remercie d'avoir été présent. Ça fait un plaisir de partager avec vous. C'est dommage, j'aurais aimé que ça soit plus interactif. C'est pas possible dans un mode webinaire. N'hésitez pas à me contacter. Je vais vraiment mesurer l'impact du webinaire, entre autres si vous vous mettez ami LinkedIn avec moi si vous ne l'êtes pas. Vous avez accès aussi, je vais vous mettre ma page. Vous allez avoir accès, je vais vous envoyer un e-book qu'on a écrit justement allant plus loin sur la culture pour vous donner un coup de main à faire votre réflexion plus à l'interne. Et je vous invite à vous connecter, à m'envoyer vos questions via courriel, ça va me faire plaisir. Merci de m'avoir écouté avec autant d'ouverture. Je pense que c'est ça. Vous êtes pas mal tous restés, fait que je trouve ça vraiment intéressant de voir que vous êtes aussi peut-être passionnés que moi sur la culture. Donc, je vais aller voir dans le Q&A pour voir qu'est-ce que je pourrais aller voir comme réponse. Je vais continuer un petit peu. Tout récemment, Nathalie Lahaye me demande de donner un exemple concret d'un changement culturel que j'ai opéré rapidement. Une des choses que j'ai fait dans une des organisations, c'est travailler comment on faisait les transformations. Donc, on avait une transformation majeure à faire. On devait séparer les ventes des opérations. Tous nos gestionnaires dans cette organisation-là faisaient les deux. Et là, on voulait faire un gros changement culturel en changeant certaines des responsabilités des gestionnaires. Et ce qu'on a fait, c'est on est allé vraiment faire ce changement-là en un an dans une organisation qui a 5 à 7 000 employés partout au Canada avec plusieurs différents dans le fond, en droit, les gestionnaires n'étaient pas tous ensemble. On parle de à peu près 300, 400, même 500 gestionnaires, je vous dirais qu'on a bougé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé notre méthode de travail de la transformation. On l'a rendu beaucoup plus collégial, collaboratif.
on a impliqué les gestionnaires dès le départ. Donc, on a annoncé notre changement, notre transformation à tout le monde dans l'organisation avant. Normalement, on le fait, tu sais, on le fait en cours de route quand on a déjà installé des choses, mais là, on était transparent, puis on a vraiment travaillé le levier d'alignement et on leur a expliqué que, on s'en venait avec un changement organisationnel. On leur a expliqué le changement organisationnel et on leur dit qu'on était en train de le construire. Et on a expliqué, dans le fond, les leviers qu'on était pour travailler et où on était pour les impliquer dans le changement. Ce qui fait que oui, on avait un module clair, on avait une mode de pensée claire de où on était pour se rendre, mais ultimement, ce qu'on a fait, c'est que on a fait des points de communication plus fréquents et on a réussi à prendre leur feedback. Souvent, ce qu'on se dit, c'est que la destination ne change pas, mais comment on va se rendre, on peut prendre du feedback, on peut faire des ajustements et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a vraiment changé la méthode dans cette organisation-là de faire de la transformation, puis qu'à ce jour, je pense qu'ils ont continué à impliquer rapidement les gens et travailler le levier d'alignement pour s'assurer que le changement culturel reste. Comment je vois la communication interne soutenir la culture organisationnelle? Je suis tout le temps un peu abasourdie quand on me dit qu'on donne la culture aux communications. Pour moi, la communication, c'est un médium et la culture devrait être vraiment alignée avec l'équipe qui fait de la stratégie, l'équipe ressources humaines aussi. La communication, pour moi, est importante, mais c'est un alignement qu'on fait, c'est vraiment, comme je vous ai dit, le médium. Donc, quand je suis en train de travailler ma culture, je ne suis pas en train de penser aux communications tout de suite. Je suis en train de penser à mes leviers. Je suis en train de penser, ben, premièrement, je repars, là. Je vais penser aux priorités, à la stratégie que je veux mettre en place. Après ça, je vais regarder mes leviers. Je veux comprendre, elle est où ma culture actuellement, hein? Qu'est-ce qu'elle permet, puis qu'est-ce qu'elle ne permet pas, qu'est-ce qu'elle empêche. Une fois que j'ai bien compris ça, comme je vous ai dit, là, je vais voir ce que je veux travailler dans ma culture et après, j'embarque les communications là-dedans pour s'assurer qu'on fait un plan solide et que là, on sait vraiment qu'est-ce qu'on peut et quand on veut communiquer. Pour moi, la communication interne, il y a aussi le point de travailler sur la transparence. Je sais que dans les sondages d'engagement, il y a beaucoup d'organisations qui se font dire qu'ils ne sont pas transparents ou authentiques dans leur communication. Mais ça, c'est quelque chose que c'est encore, ça, on travaille dans notre levier de résilience et d'inclusion parce que tout se travaille ensemble, mais c'est vraiment un point important aussi de se dire quand on travaille la communication, quand on le regarde quand on est train de travailler nos leviers, ça se peut qu'on travaille la communication interne puis se dire, OK, pour arriver à nos fins, il va falloir qu'on insuffle ces comportements suivants-là par rapport à la communication interne, pas seulement juste la stratégie, mais aussi comment nos gestionnaires vont le faire. Oui, il y a quelqu'un qui me dit, Carole me dit, c'est beaucoup à digérer. Je le sais que je vous en ai donné beaucoup aujourd'hui. Puis je vous l'ai dit que j'étais pour vous donner un sprint. Je suis encore abasourdie. Vous êtes encore 106 et il est midi 4. Je veux vraiment vous remercier d'avoir resté avec nous puis d'avoir continué la conversation. Mais oui, effectivement, je vous en donne beaucoup à digérer. Donc, n'hésitez pas. J'adore partager sur la culture et ça va me faire plaisir qu'on continue à en discuter ensemble. Sur ce, encore merci. Bonne réflexion, j'espère. Puis au plaisir d'avoir la chance de peut-être travailler votre culture avec vous.